Voilà. Alors bonjour à vous, on va démarrer cette session. C'est une session de vignette clinique qui va nous permettre de découvrir le principe du crossdoc. Merci à vous également d'être restés jusqu'à ce samedi matin. On espère que vous avez passé une bonne soirée hier au centre de la BD. Donc, voilà. Ta question ? Alors, excusez-moi. On va demander d'abord à professeur Belaïch de nous expliquer un petit peu le principe du crossdoc. Bonjour à toutes et tous, j'ai un grand plaisir de vous voir ici tout bariolé, les sièges le sont en tout cas. Qu'est-ce que c'est Crossdoc? Crossdoc.fr, c'est une plateforme, si vous voulez bien noter, crossdoc.fr. Donc c'est 6 minutes pour s'inscrire et c'est une plateforme qui est labellisée par le GFH-GNP. Donc c'est la première plateforme qu'on appelle de télé-expertise labellisée qui vous permet d'avoir comme possibilité, soit lors d'une consultation, vous avez besoin d'un avis par rapport au patient qui vous est proposé. Et dans ces cas-là, vous posez la question avec le patient. C'est une plateforme qui est sécurisée. Vous pouvez mettre des photos de patients, vous pouvez mettre des choses qui sont tout à fait personnelles. Et ensuite, dans les 3 jours en moyenne c'est exactement 42 heures de délai, donc un peu moins de 2 jours, vous avez une réponse avec à la fois un niveau de preuve, un grade de recommandation et surtout une bibliographie qui vous permet d'avoir les justifications de la réponse qui vous est proposée. Il y a un board expert qui donc se penche sur vos cas cliniques pratiques, crossdoc.fr. Si vous voulez non pas interférer avec nous sur des cas cliniques, mais sur des choses d'ordre plus général, sur qu'en est-il des dernières publications, quelles sont les nouveautés sur, eh bien vous pouvez aussi poser la question. Donc il y a 2 pans, il y a soit des questions d'ordre général, soit des questions tout à fait particulières sur des cas cliniques. Donc c'est quelque chose qui existe depuis le 5 avril 2020. Nous avons déjà eu 1822 questions. On vous en a sélectionné un certain nombre pour essayer d'être non pas exhaustif, mais pour vous donner un panel qui soit le plus large possible. On vous a fait un programme extrêmement fourni. Il n'y aura donc pas de questions sur ce qu'on vous a proposé. Si vous avez des questions, crossdoc.fr et vous dites, voilà, à propos de ça, on aimerait en savoir plus. Et donc, on va pouvoir interagir. Vous allez voir, c'est extrêmement pertinent comme plateforme. Et surtout, c'est très, très utile avec une convivialité. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Les experts ne répondront jamais. Votre question est stupide car toute question est utile. Pour vous, c'est avec un respect de l'anonymat et du patient et de celui qui pose la question. C'est pour cela que toutes les questions avec les réponses qu'on va vous proposer ne sont pas affiliées à des médecins qui nous ont posé ces questions. Donc, on respecte cet anonymat. Donc, je passe la parole à Camille pour la première. Crossdoc.fr, inscrivez-vous dès maintenant. C'est parti. Alors, vous allez voir, on les a mis par ordre alphabétique. Donc, le programme sera très varié. Alors, on va commencer par cette première question sur l'aéromonase. Donc, une patiente de 3 ans qui a des selles liquides depuis 3 semaines, pas de perte de poids. Elle a été traitée de façon symptomatique. Mais le médecin a fait une coproculture de fait de la persistance des selles liquides. Et la question, c'est que fait-on de ce germe dans les selles ? Alors, les aéromonases sont des bacilles gram-négatifs. Vous pouvez voir la photo en haut à droite. Et on les trouve dans le milieu aquatique, le sol et les aliments. Et ils peuvent donc être pathogènes, notamment pour les grenouilles. On peut voir la maladie des pattes rouges de la grenouille
en haut à droite. Et dans les selles humaines, on peut en trouver 4 types différents qui sont cités sur la diapositive. Ça peut effectivement donner des infections invasives et aussi des gastro-entérites aiguës, voire des syndromes dysentériques. En revanche, le portage asymptomatique est assez fréquent et le caractère pathogène dépend probablement de la souche. Donc, dans le cadre d'une gastro-entérite peu sévère en ambulatoire chez un patient immunocompétent, avec une évolution qui semble favorable là, pas de traitement. Si en revanche on se retrouve dans une situation d'infection invasive, dans ces cas-là, notamment chez le sujet immunodéprimé, on sera dans une situation très différente. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'était aphthose bipolaire, maladie de B7. On peut... C'est moi qui fais ? Ah, vas-y. Alors, la question, c'était une enfant de 11 ans qui a eu un diagnostic de maladie de B7 et qui est traitée par de la colchicine avec des résultats mitigés. Et lors de la consultation, elle a une aphthose bipolaire, une fatigue intense, des lésions cutanées ressemblant à une pseudofolliculite et des arthralgies, pas d'atteinte ophtalmo. Le bilan trouve un syndrome inflammatoire modéré. Et la question posée était, est-ce que malgré l'absence d'atteinte oculaire, on doit considérer qu'elle a une maladie de B7 et doit-on reprendre la colchicine ou bien passer à la prednisone? Comment tu fais? C'est quoi le truc? Donc effectivement, on refait un peu de biblio parce que d'abord c'est ce qu'on demande de faire et surtout parfois les sujets sont assez pointus. Et donc effectivement le diagnostic de B7 semble être établi devant les critères: ulcères de bouche, génitaux, atteinte de la peau, atteinte articulaire, malgré l'absence d'atteinte articulaire. Et en fait il y avait aussi le test de Patergeni était pas fait. Et en cas d'aphthose buccale ou génitale résistante au traitement, on peut proposer un traitement par prednisone faible, à la dose de 15 mg par jour, rapidement dégressif sur 2 à 3 semaines, et également un traitement de fond par azatioprine, après la dose de 2,5 mg kg jour. Après, évidemment, génotypage TPMT pour éviter les effets secondaires graves de l'azatioprine. Et ça prévient l'atteinte oculaire. Et effectivement, j'avais remis... en encadrer en fait la recommandation principale de l'article. Une question assez importante en fait, en tout cas qui nous a été utile parce qu'on l'a discuté après en staff Radio-Chir. Quels sont les critères cliniques et ou biologiques et ou radiologiques qui permettent le traitement par antibiotique d'une appendicite avérée? Donc là, en fait, il y a pas mal de littérature, avec en particulier les guidelines de Jérusalem. Et en fait, le traitement médical, il est efficace chez 2/3 des patients. 1/3 des patients, en fait, pourraient avoir une récurrence dans les mois suivants. Le traitement conservateur, ça permet de réduire les risques opératoires, les abcès, l'occlusion du grêle sur bride. Ça diminue la durée d'hospitalisation. Ça repose sur des choses assez sérieuses, puisqu'il y a des méta-analyses qui ont été publiées. Et en fait, il est envisageable, en cas d'appendicite non compliquée, c'est-à-dire qu'il faut avoir un examen clinique, un bilan sanguin où il n'y a pas d'hyperleucocytose, des signes qui évoluent depuis moins de 48 heures, pas de collection périappendiculaire d'abcès ou de phlegmon, et l'absence d'appendicolite sur l'échographie. Alors, on va retourner en infectieux pour une nouvelle question sur un enfant de 5 ans là, qui a des selles liquides depuis 2 semaines, qui va très bien. Et il a eu une coproculture avec des PCR qui est positive, enfin une parasito, qui est positive à Blastocytis hominis et à Endolinimax nana. Et la question, c'est que faire? Alors, Blastocytis hominis, c'est un protozoaire. Vous pouvez voir la photo sur la droite. Et Endolinimax nana, c'est un abyme non pathogène. Donc là, la question est réglée. Concernant le caractère pathogène de blastocytis, c'est encore une question non résolue. Il y a probablement plusieurs sous-types. Il y a effectivement des infections sévères prolongées qui ont été décrites, mais là encore, les indications à traiter sont vraiment s'il y a une persistance des symptômes, qu'on n'a aucune autre étiologie, et s'il y a un traitement, ce sera du métronidazole 10 jours. Donc finalement, chez cet enfant qui va très bien, pas de traitement.
Alors, toujours dans l'infectiologie, le Clostridioides difficile, anciennement Clostridium difficile, la question qui est revenue d'ailleurs plusieurs fois, c'est que faire en cas de, quand on trouve une toxine à Clostridium difficile dans les selles, et c'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes. Alors, la première question, c'est comment a-t-elle été recherchée? Parce que maintenant, vous avez plusieurs méthodes de détection, et en particulier, vous allez probablement être de plus en plus sollicité grâce ou à cause, je ne sais pas s'il faut dire, des PCR multiplex qui sont faites dans les selles et qui donc retrouvent de l'ADN de Clostridium, et il est dit toxinogène parce qu'on recherche le gène de la toxine. Alors il faut savoir que les recommandations, c'est l'algorithme classique, c'est une première détection par PCR, mais après la présence de la toxine doit être confirmée par méthode immuno-enzymatique. Et malgré cela, et ça a été vu dans cette étude, et Lucille Géroux dans la salle qui a fait sa thèse avec moi a aussi regardé ça sur les patients de Robert Debré, on a malgré cela des faux positifs. Et donc, ça veut dire que même si on a la toxine en immuno-enzymatique, ça ne veut pas dire que le Clostridium qu'on voit est forcément pathogène. Donc il faut s'appuyer sur un faisceau d'arguments cliniques, microbiologiques. Donc clinique, il faut qu'il y ait de la diarrhée, c'est sûr, ça ne sert à rien de faire une recherche si les selles sont normales, en particulier d'éradication de traitement ou en collectivité ou des choses comme ça. Tant qu'il y a des selles normales, on ne fait pas. Microbiologique, c'est ce que je viens de dire. Et un bon critère aussi qui est discuté entre les experts, c'est la réponse au traitement. On voit si sous traitement ça va mieux, c'est un argument positif. Alors après, c'est quand la rechercher, puisque vous savez probablement que le portage du Clostridioides difficile est très élevé chez le petit nourrisson, en particulier parce qu'il a un microbiote immature qui permet la germination, la sporulation de ce Clostridium. Et par contre, il n'est pas pathogène parce qu'il n'y a pas les voies de signalisation pour qu'il soit pathogène. Ça veut dire que chez le moins d'1 an, il y a un taux de colonisation très fort et c'est non pathogène, donc il ne faut pas rechercher le Clostridium difficile avant 1 an. Alors il y a des histoires dans les Hirschsprung ou dans les poids, mais c'est a priori, on ne le recherche pas. Donc sans faire de jeu de mots, entre 2 et 5 ans, c'est la période où c'est le plus compliqué, le plus difficile de faire le diagnostic, parce que c'est à la fois où le taux de portage commence à diminuer et rassembler à celui de l'adulte, mais à la fois aussi là où le taux d'infection est le plus fréquent. Et là, un bon moyen pour essayer de voir si le Clostridium est pathogène, c'est de voir aussi si ça arrive sur un terrain à risque, parce que globalement, en pédiatrie, vous savez que c'est une pathologie rare et contrairement à l'adulte, on n'en voit quasiment pas en dehors de ces facteurs de risque que j'ai remis ici, les MICI, les alimentations entérales, le cancer, les troubles de la motricité digestive et la mucoviscidose. Et après, quand on est à plus de 5 ans, c'est comme chez l'adulte. Alors, je n'ai pas mis la diapo sur le traitement, mais en gros, première intention, vancomycine péros, 10 jours. Deuxième intention, soit fidaxomycine, soit vanco prolongé. Troisième intention, transplantation fécale. Plus de flagylle. Plus de flagylle. Condylome anneau. Pendant très longtemps, condylome anneau égale signalement. Et puis, on a vu que beaucoup de HPV étaient des HPV non pas forcément muqueux de transmission génitale, mais des HPV qui étaient cutanés. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire devant des condylomes? Est-ce qu'au niveau médico-judiciaire, il y a des choses particulières? Est-ce qu'au niveau traitement, il y a des choses particulières? La personne qui m'a envoyé avait montré une photo que je vous ai épargnée parce que je passais en début de matinée. Et donc, je vous engage à relire le pas à pas. Hein, c'est complètement libre sur Google. Donc, condylome acuminé chez l'enfant. Comme vous le voyez, il y a vraiment un cut à partir de 4 ans. Moins de 4 ans, en gros, c'est dans la quasi-totalité des cas une transmission qui est verticale. Et donc, dans ces situations-là, il faut juste accompagner les familles et regarder si les parents n'ont pas de verrues, puisque les verrues des parents peuvent induire des condylomes acuminés chez l'enfant. S'il y a plus de 4 ans, et c'est les Canadiens qui nous ont appris ça, il faut nous protéger. Bien sûr, tout se fait sur des faisceaux d'arguments et de suspicions du contexte, mais plus de 4 ans, il nous semble légitime devant des condylomes anneaux. Après, c'est
à ceux qui incombent ce travail de le faire, de proposer à la cellule de la CRIP des informations préoccupantes, de proposer une information préoccupante parce qu'il peut y avoir, à l'inverse, toujours des situations qui sont des situations à risque de transmission génitale. Donc c'est une proposition qui est basée sur la littérature. Quant au traitement, avant de passer au traitement chirurgical qui est très délabrant, il faut absolument que vous ayez en tête qu'il existe un traitement très efficace dont on n'a pas l'AMM chez l'enfant, mais qui sont véritablement intéressants. C'est l'Aldara, imiquimod, en crème. Il faut bien regarder sur le Vital les modalités d'application, parce que, ou sinon, vous allez avoir des irritations qui sont extrêmement importantes. On rappelle qu'il faut évidemment corroborer ça à la vaccination anti-HPV en fonction de l'âge de l'ensemble. Si l'Aldara est utilisé de manière inefficace, inadéquat, pardon, ça donne un érythème extrêmement important. Le typage est inutile puisque que ce soit un HPV muqueux ou un HPV cutané, il peut être responsable de condylomes acuminés chez l'enfant. Alors une nouvelle question d'une histoire de diarrhée. Donc cette fois-ci, c'est une maman qui appelle son pédiatre, le pédiatre traitant de sa fille. Parce qu'elle a une diarrhée très importante depuis 10 jours et qu'on lui a fait un diagnostic de giardiase à la parasitologie des selles. Donc le mari et son enfant de 3 ans sont asymptomatiques. Sa question c'est, faut-il les dépister? Si oui, comment, et faut-il les traiter? Donc effectivement, la Giardia lamblia ou intestinalis, c'est un protozoaire flagellé qui peut donner des diarrhées aiguës, voire même des tableaux de diarrhée chronique avec des nutritions, notamment en Afrique et en Asie. La contamination se fait soit via les eaux contaminées, soit via des aliments ou la main souillée. Et les infections sont assez fréquentes chez l'enfant. Il y a une indication à traiter que s'il y a des symptômes, donc par métronidazole. Mais en revanche, il n'y a pas de recommandation à dépister les personnes proches asymptomatiques, ce qui représente plus de la moitié des cas. Donc pas de traitement sans symptômes. En revanche, il y a des mesures de prévention pour éviter que toute la famille ne soit contaminée. Toujours dans la diarrhée, mais cette fois-ci post-prise d'antibiotiques, une situation qui, vous le savez, concerne à peu près 10 à 20% et surtout des petits nourrissons. Alors, à quoi est due cette diarrhée post-antibiotique? On sait que c'est essentiellement après prise d'antibiotiques à spectre large comme l'amoxicilline acide-clavulanique. Alors, soit ça peut être lié à un effet moteur qu'on connaît avec les macrolides, mais aussi avec l'amoxicilline acide-clavulanique, et soit une atteinte allergique qui est plus rare. Mais la plupart des mécanismes de la diarrhée associée aux antibiotiques sont liés à une altération du microbiote intestinal, en altérant à la fois sa fonction de résistance à la colonisation et en donnant éventuellement des infections, on a parlé du Clostridium ou d'autres. Et puis surtout, ça baisse la fonction métabolique de digestion des carbohydrates et du coup, vous avez un effet osmotique parce que c'est comme si vous aviez plus de fibres dans votre côlon. Donc vous avez fait un effet osmotique et aussi moins de dérivés du microbiote qui, tout ça, concourt à la diarrhée. Du coup, il y a eu pas mal de littérature sur la prise en charge par probiotiques de cette diarrhée associée aux antibiotiques. Et là, je vous mets les résultats du groupe de travail du microbiote de Lebsgan, qui a publié ses recommandations d'utilisation des probiotiques en fin d'année 2022. Et en pratique, on peut utiliser 2 souches qui ont un grade d'évidence de preuve modéré, mais un grade de recommandation fort, qui sont soit le S. boulardii CNCMI 745, soit le Lactobacillus rhamnosus GG. Et il est proposé qu'il soit débuté en même temps que la prise d'antibiotiques et continué quelques jours plus tard. Et avec ça, vous avez une prévention d'à peu près de 40% des diarrhées associées aux antibiotiques. Alors,
un petit garçon de 2 ans qui va très bien, qui a des selles très collantes. Et là encore, on lui fait une parasitologie des selles qui est positive à Dientamoeba fragilis, malgré 3 cures de flagyl. Que faut-il faire ? Donc effectivement, c'est un protozoaire qui est très fréquemment retrouvé à l'âge pédiatrique, plus chez l'enfant que chez l'adolescent même. Son caractère pathogène est encore débattu. Sur cette étude qui a été faite en Belgique et aux Pays-Bas, vous voyez, il y avait sur le graphe à droite, il y avait un portage qui était plus fréquent chez les sujets contrôle que chez des cas qui avaient des épisodes de douleur abdominale chronique ou de diarrhée. Donc si jamais on traite, c'est effectivement du métronidazole, mais quand on le fait, il y a un enfant sur 2 qui de nouveau est porteur du parasite 3 mois plus tard, donc l'efficacité du traitement est quand même pas extraordinaire. Et il y a eu une seule étude randomisée qui a comparé le traitement par métronidazole chez les enfants qui avaient des douleurs abdominales versus placebo et qui n'a pas montré de différence après traitement sur la douleur. Donc dans cette situation, rien, en tout cas pas de traitement à mon avis, et ce d'autant que répéter les traitements antibiotiques comme ça ne me semble pas une très bonne idée. Alors, la dyschésie du nourrisson, que faire ? Je mime en même temps. Ouais, voilà. Non, je vous sens endormi, c'est pour ça. Donc, comme vous le savez, dans les critères de Rome 5, la dyschésie fait partie du groupe des troubles fonctionnels intestinaux du nourrisson, qui est assez limité dans le temps, contrairement à d'autres, comme vous pouvez le voir. Les critères diagnostiques, du coup, je vous les ai remis, c'est comme Marc vient de montrer, c'est-à-dire un petit nourrisson de moins de 9 mois, qui a des émissions de sel qui sont normales, qui sont tout à fait molles. Il n'est pas constipé, mais par contre, il a des épisodes de crispation et de cris et de pleurs pendant cette émission de sel. Donc le traitement, c'est clairement pas de traitement, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, réassurer, expliquer au moment aux parents que cette entité qui existe, que ça va passer tout seul parce qu'après 9 mois, ça rentre dans l'ordre, qu'il faut surtout éviter de rentrer dans un cercle vicieux, d'introduire des choses dans les fesses, des thermomètres, des suppos, que sais-je, qui risquent d'enquister le trouble et de faire de cette zone la zone anale d'une zone de crispation. Et donc, ça se résout à 9 mois. Par contre, il faut les revoir. Si ça ne se résout pas, il faut remettre en cause ce diagnostic. Encore moi. C'est vrai que c'est très abécédaire. On passe de la bouche à l'anus en un instant. Donc, l'endobrachiosophage de l'enfant, que faire ? Là aussi, on est sur un problème de définition où quand on va voir la littérature, comme je l'ai fait à l'occasion de cette question, et grand bien m'en a fait parce que je me suis rendu compte que moi-même, je n'avais pas les idées forcément très claires, eh bien, en fonction de la société savante, on voit que en fonction de la hauteur de l'endobrachiosophage et surtout, c'est ça qui est intéressant, en fonction des critères histologiques, ce ne sont pas les mêmes définitions. C'est-à-dire que la languette d'endobrachiosophage, vous la voyez à l'endoscopie avec cette muqueuse d'aspect gastrique qui remonte dans l'œsophage. Et ensuite, bien sûr, vous devez faire des biopsies dans les 4 cadrans, tous les 2-3 cm pour avoir l'analyse histologique. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de sociétés savantes qui considèrent l'endobrachiosophage que quand on a une métaplasie intestinale et pas uniquement une muqueuse cylindrique. Parce que de là, comme vous savez, l'endobrachiosophage, la crainte, c'est que ça dérive bien sûr vers des lésions dysplasiques et le cancer. Et donc, ça impose une surveillance endoscopique. Et là, vous voyez aussi qu'en fonction des sociétés savantes, les guidelines varient, mais que même sur la société savante qui considérait l'endobrachiosophage comme une métaplasie gastrique, eh bien, il ne propose des surveillances que quand il y a une métaplasie intestinale. Et vous voyez, en gros, c'est 3 à 5 ans entre 2 endoscopies. Donc, je ne sais pas votre expérience. Nous, des métaplasies intestinales sur des EBO, c'est rarissime, pour ultra exceptionnel chez l'enfant. Donc, on peut se rassurer sur la surveillance endoscopique. Mais si vous en avez un, il faut refaire une endoscopie 3 à 5 ans après.
Alors, une question sur l'Helicobacter pylori. Donc, un enfant de 13 ans qui a été traité pour une gastrite nodulaire avec présence d'Helicobacter pylori, qui était multisensible. Le test respiratoire, un mois après la fin du traitement, était toujours positif et l'observance est dite bonne. Alors effectivement, il y a une étude du registre européen qui est sortie très récemment sur plus de 1600 patients, dont la moitié étaient naïfs avec un âge médian de 13 ans. Et donc, il y a des taux d'éradication de 90% d'Helicobacter pylori dans cette population naïf. Les facteurs de risque pour la non-éradication, donc par définition, ça veut dire que dans 10% des cas, on n'arrive pas à éradiquer HP après le premier traitement. C'était donc une mauvaise compliance, on voit en bas sur la diapositive, et puis certains profils de résistance. Donc, on peut également passer à côté d'une chousse résistante sur les biopsies, quand on fait l'antibiogramme. Il y a des traitements de deuxième ligne en fonction de l'antibiogramme retrouvé. Et je vous invite à lire la fiche de prise en charge du groupe francophone qui est sur le site et qui, en fonction de ces informations, vous guidera dans le traitement à proposer. Alors, une question sur l'oncoprésie. Alors, la question, c'était effectivement un enfant qui émettait des selles de façon involontaire après l'âge de 4 ans, ce qui est la définition de l'oncoprésie. Alors, je vous demanderai la plus grande discrétion parce que ce pas à pas, au fait, doit être présenté pour la première fois à la SFP à Marseille en juin. Donc, vous ne le voyez pas. Mais vous pouvez le photographier, bien sûr. Voilà. Donc, en pratique, on a fait un arbre décisionnel pour voir un petit peu l'étiologie de cette oncoprésie. D'abord, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on est dans un cadre organique où l'enfant a été opéré d'une malformation anorectale ou d'une maladie de Hirschsprung, ou bien s'il y a une origine neurologique? Donc, il faut bien sûr examiner l'enfant sur le plan neurologique. Voilà. Et sinon, la plupart du temps, on est dans une oncoprésie fonctionnelle. Et là, la question à savoir, c'est soit si elle est associée à une constipation, soit non. Alors, si elle est associée à une constipation, c'est à la fois le plus fréquent et le plus simple, et on va voir le traitement. Et si ce n'est pas rétentionnel, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des enfants donc, qui ne sont pas constipés, qui ont des fuites. Alors, il peut y avoir un abord pédopsychiatrique ou essayer de voir, nous, en gastropédiatrie, par des examens comme les temps de transit colonique, la manométrie, etc., ce qui peut causer cette oncoprésie. Mais le cas le plus fréquent, c'est évidemment une oncoprésie secondaire à une constipation réactionnelle. Donc, je vous ai remis ici les 4 étapes du traitement. 1, la désimpaction, soit avec du PEG, soit avec des lavements. 2, le traitement d'entretien de la constipation qui, évidemment, doit être prolongé pour permettre au mégarectum de se résoudre. Et on propose, et on l'avait présenté l'année dernière avec Florence Campeotto à Necker, des séances de biofeedback qui sont un petit peu des séances d'éducation thérapeutique pour réapprendre à l'enfant à avoir une défécation physiologique. Et bien sûr, ça va sans dire, un soutien psychologique est souvent indispensable, même s'il n'est pas la plupart du temps la cause de l'oncoprésie, mais l'oncoprésie peut causer bien sûr des troubles psychologiques. Un cas clinique, hier, j'ai entendu que dans le Nord, on disait plutôt POIC. Bon, on peut le dire comme vous voulez. En anglais, SIPO. Vous savez que les pseudo-obstructions intestinales chroniques de l'enfant, l'acronyme en anglais, c'est PIPO. Donc, pour nous, ça a une connotation qui est peut-être un petit peu childish. Toujours est-il que on nous a posé cette question de cet enfant de 6 ans qui avait des épisodes subocclusifs, c'est-à-dire des épisodes de ballonnement importants, de vomissements, mais sans qu'il y ait des niveaux hydroaériques qui soient visualisés sur les abdomens sans préparation, une méga vessie
qui a été visualisé en échographie chez un enfant qui a une bonne croissance staturo-pondérale. Et donc la question c'était, est-ce qu'il faut aller plus loin dans les explorations? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une pseudo-obstruction intestinale chronique et comment la prendre en soin au mieux? Je rappelle à toutes et tous que nous avons fait un protocole national de soins avec Fimato et Mardi sur les POAC. Autrement dit, c'est en accès libre et ça vous permet d'avoir la possibilité de regarder exactement quel est l'avis du groupe d'experts. Toujours est-il que j'aimerais redécliner avec vous la définition que nous avons adoubée pour attester du diagnostic de pseudo-obstruction intestinale chronique, car c'est une dysmotricité sévère et il y a un continuum entre les dysmotricités sévères, surtout sur des terrains d'encéphalopathie, et la pseudo-obstruction intestinale chronique. Et donc, parfois, on a des cas qui sont un petit peu borderline. Toujours est-il que s'il y a une altération neuromusculaire objectivée par la manométrie, mais à ma connaissance, en pédiatrie, les manométries antroduodénales et coliques sont faits uniquement à Rouen. En histologie, mais vous savez qu'il faut 1 cm², donc une biopsie rectale chirurgicale profonde pour faire l'analyse et pour avoir des signes qui sont des signes de neuro ou de myopathie ou de neuromyopathie ou de mésenchymopathie. Les mesures du transit ne sont pas assez fiables sur les derniers éléments. Il faudrait une ciné-IRM qui n'est pas très bien protocolisée en France. Ça, c'est un des items. Le deuxième item, c'est qu'il faut que lors des épisodes subocclusifs, il y ait des niveaux hydroaériques qui soient visualisés sur l'abdomen sans préparation. Le troisième item, c'est les anomalies génétiques. Et vous savez qu'à Grenoble, grâce à M. John Rendu, vous pouvez, non pas à visée de recherche, mais de manière clinique, demander si l'enfant est muté ACTG2, puisque dans plus de 60% des myopathies viscérales type POAC, vous avez une mutation à l'état hétérozygote ou homozygote de ACTG2. Et puis, vous avez évidemment le quatrième item qui est la nécessité d'une nutrition artificielle. Si vous avez 2 des 4 items, c'est une pseudo-obstruction intestinale chronique. Si vous n'en avez pas 2, ce n'est pas une pseudo-obstruction intestinale chronique. Chronique, hein, il faut qu'il y ait une persistance des signes, bien évidemment. Toujours est-il que ici, dans la situation qui nous est proposée, même s'il y a une suspicion et le diagnostic est un diagnostic évolutif, bien évidemment, eh bien, nous n'avons pas la possibilité pour l'instant d'attester cet enfant et l'étiqueter dans le cadre du diagnostic de POAC. Toujours est-il qu'il faut aller plus loin dans les explorations complémentaires. Je vous rappelle que dans les myopathies viscérales du tube creux, il y a des associations avec les myopathies du muscle strié. Donc on regarde toujours s'il n'y a pas des éléments qui évoquent une myasthénie, une dystrophie musculaire particulière. Il faut faire une exploration urologique plus fine que la mégavessie avec une exploration urodynamique. N'oublions pas le cadre spécifique des MNGIE qui est une mitochondriopathie dont on peut faire le diagnostic en faisant le dosage enzymatique. Et puis, n'oublions pas que beaucoup d'enfants ont ces problèmes de ballonnement, avec parfois une incontinence fécale, avec parfois des anomalies urinaires, dans des cadres d'encéphalopathie plus ou moins profondes. Et je vous engage à lire ce papier très récent de fin 2021 qui montre comment on peut gérer ça, en particulier avec des méthodes à la fois de kiné, de TENS, de lavement un petit peu particulier et d'injection de toxines botuliniques. C'est un très beau papier qu'il nous faut parcourir. Alors, moi, j'ai toujours des questions basiques. Hein. C'est comme Orelsan, simple et basique. Donc, moi, c'était faire par voie parentérale dans les Mickey, quelle posologie. Alors, la dose maximale par injection, c'est 7 mg kilo. Ça permet de réduire le nombre de perfusions. Avant, on était à 3 mg kilo. Et après 14 ans, vous pouvez utiliser le fer inject.
Si vos pharmaciens sont compliants, en fait, vous pouvez utiliser dès que vos patients font 40 kg, même s'ils ont moins de 14 ans. C'est parce que c'est basique, c'est parce que c'est simple et basique. C'est carré. Alors, c'est moins carré. Forme digestive de purpura rhumatoïde, que faire? Je crois que c'est une question qu'on a quand même très fréquemment entre nous et qu'on a retrouvé logiquement sur CrossDoc. Donc, si on veut regarder un peu les niveaux de preuve, on en trouve assez peu. Je vous ai mis là 2 articles qui est un peu de consensus sur le traitement des formes de purpura rhumatoïde. Et en pratique, la synthèse, c'est que bien sûr, comme vous en avez l'expérience, la plupart du temps, les atteintes gastro-intestinales sont légères et de courte durée et ne nécessitent pas de traitement spécifique. Qu'on définit une atteinte gastro-intestinale sévère, soit quand les douleurs abdominales sont sévères, alors là, la définition est un peu subjective. On peut considérer, moi personnellement, je considère que si ça amène à une hospitalisation, on peut considérer ça comme sévère. S'il y a une hémorragie gastro-intestinale ou une invasion intestinale aiguë, et à ce moment-là, dans ces situations, sont encore une fois des preuves limitées, mais qui est suggérée, c'est une corticothérapie par voie orale entre 1 et 2 mg kg jour pendant 15 jours, avec ensuite un sevrage progressif. Alors, on retourne vers les protozoaires. Donc, un enfant de 3 ans qui a un transit perturbé avec des selles semi-liquides depuis 2 mois, qui a eu une analyse parasitologique des selles qui retrouve des kystes d'Entamoeba coli. Donc, la question, c'est doit-on traiter? Donc, Entamoeba coli, c'est une amibe que l'on trouve sous forme kystique dans les selles des primates. Il n'est pas pathogène, pas de traitement. Alors, un petit mot quand même sur ces PCR multiplex qui sont très souvent réalisés maintenant quand on fait des examens parasitologiques des selles. Ça permet d'avoir une analyse moléculaire qui a une excellente sensibilité, spécificité. C'est aussi beaucoup plus rapide que la parasitologie des selles. Donc, petit à petit, ça supplante, même au niveau des coprocultures, les cultures bactériennes et les tests antigéniques. Attention dans tous les cas à la clinique prime, parce que du coup on trouve beaucoup de germes, de micro-organismes dont on ne sait pas toujours quoi faire. Donc je vous ai mis en haut à droite une liste de protozoaires intestinaux qui sont dits non pathogènes. Le Blastocytis hominis, on l'a vu tout à l'heure, ça peut se discuter. Et puis le traitement de certains, alors il y en a encore beaucoup d'autres, qu'on trouve assez fréquemment là en bas à droite, essentiellement par métronidazole. Est-ce que les hémorroïdes, ça existe? Alors, rassurez-vous, il n'y en a pas. Nos 2 collègues ne sont pas ici uniquement en audition libre. C'est qu'après, ils vont parler de manière tout à fait intense. On ne fait pas de racisme gauche-droite. Il faut le savoir. Donc, voyons par le petit trou de la lorgnette, en sachant comment les choses se passent, avec ici une petite boule bleue qui nous est proposée, et de savoir est-ce que cette masse bleutée au niveau de l'anus, qui n'occasionne ni gêne ni douleur, était quelque chose d'inquiétant ou pas. Donc, rappelons que le plexus hémorroïdaire chez l'enfant n'est pas développé, sauf dans des situations particulières, dont le prototype est l'hypertension portale, ou sinon ce sont des dilatations lors d'efforts de poussée itératifs qui sont des veines qui viennent du plexus rectal sous-muqueux. Et donc, on a décidé d'appeler ça des dilatations veineuses marginales ou marginées, pour justement distinguer ça des vrais hémorroïdes qui sont des dilatations du réseau hémorroïdaire. La grande différence, c'est que quand on a des vrais hémorroïdes, il y a des risques à la fois de thrombose hémorroïdaire et de fissuration avec hémorragie digestive qui peuvent être éventuellement déglobulisantes. Et donc, il faut évidemment rassurer les familles et faire en sorte que ces masses bleutées, qui sont parfois pseudo-angiomateuses, souvent
secondaire à des efforts de poussée importants et qui disparaît une fois qu'on traite la constipation sous-jacente. Et donc, est-ce que ça existe des vrais hémorroïdes? Eh bien, la réponse est oui. Regardez, chez un nouveau-né, hein, avec des hémorroïdes néonataux, comme on le voit, quand il y a certaines tumeurs, certaines hypertensions portales, certains polypes rectaux, eh bien, il peut y avoir de véritables hémorroïdes, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Par contre, chez l'adolescent, et à partir du moment où l'enfant est pubère, il peut être malheureusement victime d'hémorroïdes, avec ici des hémorroïdes qui ont été thrombosés. Donc il ne faut pas non plus, chez l'enfant de 14-15 ans, devant des hémorroïdes prolabés ou symptomatiques, il ne faut pas hésiter à intervenir comme le font les gastro-entérologues d'adultes. Donc on passe à une question sur l'hyperplasie nodulaire colique. C'est un enfant de 3 ans et demi qui a des rectorragies persistantes depuis 6 mois sans douleur abdominale, une constipation, pas de déglobalisation, une hémostase normale, avec des rectorragies qui persistent, du sang rouge autour des selles, une écho abdo normale et évidemment on va jusqu'à la colo. Et là, le médecin retrouve une hyperplasie nodulaire colique gauche et transverse, avec à l'histologie une colite discrètement œdémateuse et côlon gauche et sigmoïde, hyperplasie lymphoïde sans autre anomalie. La question était, est-ce que l'hyperplasie colique nodulaire peut expliquer les rectorragies? Est-ce que ça part spontanément? Est-ce qu'il fallait chercher un Meckel, faire une scintigraphie? En fait, en faisant un petit peu de bibliographie, on se rend compte en fait qu'il peut y avoir, ça peut être associé cette hyperplasie avec une allergie. Et du coup, en fait, j'avais répondu en fait que c'était une cause rare de rectorragie, que ça pouvait disparaître spontanément, mais qu'il fallait surtout en fait rechercher chez cet enfant une allergie alimentaire, d'autant plus qu'il existait une constipation. Là, il n'y avait pas de symptomatologie haute, et que dans le doute, effectivement, on pouvait aller chercher le Meckel avec une scintigraphie au technétium. C'est quand même incroyable que moi, je demande aux gens d'aller chercher une allergie, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, Élise, qui est dans la salle, a fait sa thèse là-dessus, et donc il faut lui rendre hommage. Eh bien voilà, nous avons enfin réussi à donner la parole aux Marseillais. On a eu du mal, mais bon. Donc une question récurrente qui est sur la maladie cœliaque, où est-ce que finalement, comme on a vu maintenant qu'on a les anticorps présents, on se trouve un peu en dissociation avec les critères historiques qui étaient des critères histologiques. Donc là, c'était un cas d'un patient qui avait des douleurs abdominales chroniques, une sérologie cœliaque en IgA et IgG normale pour antitransglutaminase. Bon, 100 taux globaux des IgA des IgA totaux, donc c'était un peu une limite, mais néanmoins à partir du principe qu'ils étaient normaux. Et il y avait quand même une atrophie villositaire avec hyperlymphocytose. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi cette entité dite des maladies cœliaques séronégatives? Donc c'est une entité définie qui existe, alors qui nous pose un souci parce que les anticorps sont devenus pour nous tellement évidents dans la maladie cœliaque. Cependant, c'est une invention récente, puisqu'il faut se rappeler que le diagnostic de maladie cœliaque était histologique et basé sur des épreuves d'éviction, réintroduction. Donc, à partir de là, si on revient à la base, donc un moyen de diagnostiquer une maladie cœliaque séronégative, on estime que c'est 2 à 15% des maladies cœliaques. Alors, vous rappelez la présence maintenant de l'HLA, qui est devenu un élément important aussi du diagnostic, et donc stricto sensu, actuellement, une maladie cœliaque séronégative, c'est un patient DQ2, DQ8. Donc, si vous n'êtes pas DQ2, DQ8, normalement, on ne peut pas entrer dans le cadre de maladie cœliaque séronégative, dans lequel il y a une atrophie villositaire répondant au régime sans gluten et qui est une sérologie négative, après exclusion des autres causes d'atrophie villositaire non cœliaque. Alors, il y a plusieurs études, mais celle-ci était assez intéressante parce qu'ils avaient 810 patients ayant une maladie cœliaque, 31 avaient une maladie cœliaque séronégative, donc c'était par contre des patients d'adultes, comme vous le voyez avec les âges, mais ils avaient globalement tous des Q2, des Q8, et ce qui montrait, c'est que dans tous les patients chez qui ils avaient cherché notre cause, et vous voyez que donc, dans l'atrophie villositaire, sérologie négative, suspect de maladie cœliaque, il n'y avait que 41% qui étaient diagnostiqués de maladie cœliaque séronégative. Après, on trouvait
différentes maladies avec des giardiases, des entérites auto-immunes, des pullulations microbiennes. Donc il faut vraiment se méfier de la maladie cœliaque séronégative parce qu'elle existe, mais il faut quand même tout vraiment éliminer les autres causes. Alors, il existe, mais en tout cas, ce n'est pas disponible à l'endroit où je travaille, mais en tout cas, il existerait un moyen de faire le diagnostic, puisque dans certains cas, on a prouvé que les IgA antitransglutaminase sont présentes, mais sont bloquées au niveau de l'épithélium intestinal, et donc les anatomopathologistes peuvent les mettre en évidence, et ils ne sont pas présents, par exemple, en cas d'entérite auto-immune, où ils ne seront pas retrouvés. Donc, si vos anatomopathologistes arrivent à faire un marquage sur vos biopsies, ils peuvent mettre en évidence les IgA antitransglutaminase. Invagination intestinale aiguë, une fois, pourquoi pas. 2 fois, il faut s'inquiéter. Ici, dans le cas clinique, il y avait 4 épisodes d'invagination intestinale aiguë et on me demandait est-ce qu'une allergie alimentaire peut donner une invagination intestinale aiguë. On est en avance, donc j'ai le temps de raconter une petite histoire. Et donc, il y a un enfant qui se fait opérer pour invagination intestinale aiguë à répétition avec une nécrose. Et à ce moment-là, le chirurgien, vous voyez l'ambiance chirurgien, c'est-à-dire celui qui fait de la musculation, etc. Là, et il m'appelle au téléphone et là, il y a une grande différence entre lui et moi, c'est-à-dire que lui, il est au bloc opératoire et moi, je suis dans mon bureau. Et là, il m'appelle, authentique, hein, et il m'appelle, il me dit, Marc, voilà, j'ai un enfant, invagination, etc. Et puis, je trouve que la dernière iléale, elle n'est pas belle. Et est-ce que les maladies de Crohn peuvent donner une invagination intestinale aiguë à répétition? Je dis, et là, le gros problème, c'est de savoir comment ça se dit en anglais, invagination intestinale aiguë. Parce que moi, j'avais le PubMed en face, mais bon, j'ai eu quand même... Parce que invagination, ça rentre pas. Hein. Et alors donc, sur Intussusception, eh bien, j'arrive et je vois 32 items found, comme ils disent. Hein. Et alors, je dis au chirurgien, tranquillement, hein, j'ai dit, invagination dans le Crohn. Bien sûr, il y a plein de publications là-dessus, alors que je l'ignorais 2 minutes auparavant. Hein. Et je lui dis, mais il a quel âge? Il me dit 10 ans. Je lui dis, oui, non, c'est cohérent, tu me l'envoies, bon, réduis l'invagination. Et puis il me dit, ok, donc on fait le diagnostic, enfin on fait la coloscopie 1 mois et demi après, mais on arrive à le prendre en soin. Alexis nous organise ça rapidement, mais c'était avant que tu viennes. Et donc c'est pour ça que ça a duré 1 mois et demi. Maintenant, ça serait qu'1 semaine. Et donc on a cet enfant qui arrive et donc il est là, je le vois, on fait la coloscopie montre une iléite ulcérée, un peu particulière, avec une colite surtout au niveau de l'angle droit. Et là, je vois l'enfant arriver en consultation et je lui explique qu'il a une maladie de Crohn très probable, révélée par des invaginations intestinales aiguës, et que donc dans ce fait-là, eh bien, il va falloir le traiter. J'explique la pertinence éventuellement du module NIBD et la mère me dit ah non, il n'aime pas le lait du tout, donc je le mets sous corticoïdes. Et je vois cet enfant 1 mois et demi après le traitement par corticoïdes. Et là, je vois un enfant qui arrive en consultation pâle, suant, cachectique. Je lui dis, mais pourquoi vous m'avez appelé pas plus tôt? La mère dit, j'ai pas réussi à vous joindre. Mais elle me dit, avec une terminologie que je ne stigmatiserai pas, elle me dit, mais Wallah, il est pas très bien. Je dis, oui, ça, à vrai dire, il est pas très bien du tout. Hein. Et je sens que je suis un petit peu par empathie avec cet enfant. Je regarde et là, j'appelle l'interne et l'interne, je lui dis, écoute, on va l'hospitaliser parce que là, il y en a un, je gère pas, c'est une maladie de Crohn cortico-résistante, il va pas bien du tout. Et à ce moment-là, à la fin de ma consultation, je monte pour aller voir cet enfant-là et il y a l'interne qui me croise du regard et qui vient me voir un peu gêné, qui me dit, Marc, est-ce que je pourrais te voir dans ton bureau? Parce que normalement... C'est moi qui convoque l'interne dans le bureau. Là, c'est lui qui voulait me convoquer dans mon bureau. Alors, j'arrive, je lui dis, tu veux t'asseoir dans mon bureau? Il me dit, oui. Je lui demandais s'il voulait t'asseoir derrière ou devant. Enfin, bon, bref.
Et il me dit, un petit peu gêné, mais à peine quand même un peu cinglant, il me regarde et il me dit non, parce que là, voilà, cet enfant, tu sais, on a eu les biopsies et puis tu n'as pas vraiment suivi l'évolution de la nappate. Etc. Je lui dis non, effectivement. Non, parce que tu as fait la colo. Je dis oui, oui. Et tu as eu des ulcérations. Oui, oui. Oui, mais là, on a la bactério et cet enfant avait des bacilles acido-alcoolo-résistants. C'était une tuberculose. J'en ai vu 2, dont celle-là. J'en ai vu 2, hein, c'est rare, hein, qui venaient d'Argenteuil. Et donc, la tuberculose peut donner aussi des invaginations intestinales aiguës à répétition. Et puis, je passe un message subliminal pour vous dire que la corticothérapie n'est pas un bon traitement de la tuberculose intestinale. Toujours est-il que, pardonnez-moi pour cette digression, toujours est-il qu'on sait que les invaginations peuvent être récurrentes et que toute pathologie qui induit une dysmotricité peut donner des invaginations. Alors on a parlé de la poique tout à l'heure, mais ça peut être le cas de la maladie cœliaque d'Alexandre, ça peut être aussi une allergie aux protéines de lait de vache, comme on le voit ici. Je vous engage sur ce beau papier qui essaye de mettre en place toutes les situations où on peut avoir des invaginations intestinales à répétition. Donc, toute pathologie médicale peut induire des invaginations intestinales à répétition. Et puis, parfois, il faut regarder s'il n'y a pas un corps étranger. Hier, Stéphanie nous a bien montré que dans les sondes gastro-jejunales, on peut aussi avoir des invaginations qui sont secondaires à la pose et à la mise en place du tube. Donc une question qu'on a reçue donc, sur un kyste du pancréas. Donc, alors quand on fait des examens, le risque c'est de trouver des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et donc un patient qui avait des douleurs abdominales périombilicales, ils ont fait un TDM directement. Ils avaient mis en évidence 2 hypodensités intrapancréatiques. La question c'est de savoir ce qu'on en faisait. Alors la réponse va être assez décevante. Parce que pour aller rapidement à la réponse, c'est qu'en gros, c'est quand même quelque chose qui est difficile de manager comme ça facilement en ambulatoire et qu'il faut probablement référer à un centre expert qui va devoir discuter de la nature parce qu'il existe, si on prend les classifications actuelles, 6 kystes vous voyez, différents du pancréas. Alors, il y a une différence, bien entendu, si vous avez une pancréatite juste avant. Bon, il y a quand même de fortes chances que ce soit un pseudokyste, mais s'ils sont découverts de manière fortuite, en fait, on peut être dans des tableaux de kystes congénitaux, rétentionnels, duplication kystique, qui sont des vrais kystes, dans le sens qu'il y a une paroi épithéliale, ou des pseudokystes, des kystes néoplasiques ou parasitaires. Donc, vous voyez, il y a une grande variabilité. Et là, un autre article qui décrivait les différents types de kystes. Donc, c'est pas... Vous voyez que la liste est assez grande. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas facile de dire spécifiquement ce qu'il faut faire. Souvent, on propose de faire une IRM pour essayer de mieux le définir, mais après, se pose la question de la prise en charge qui peut aller sur une ponction pour voir la nature ou une prise en charge de résection chirurgicale, donc à référer auprès d'un centre pouvant prendre en charge ces patients. Alors ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Parce que dans l'intitulé, j'avais que faire devant une langue bleue et j'avais pas la photo. Donc je savais pas trop. Donc on a fini grâce au webmaster de CrossDoc, qui je dois les remercier ici, sont d'une efficacité redoutable, à faire en sorte d'avoir cette photo de ce petit nourrisson qui effectivement a une langue un petit peu bleue. Et ce qui est incroyable dans la littérature, c'est que eh bien, vous cherchez et au fait, il y a des réponses. C'est-à-dire, il y a tout un papier sur les langues bleues acquises. À quoi ça peut être dû? Alors, sauf que quand vous scrollez la liste que je vous ai reprise ici, donc vous avez les anomalies congénitales, pour ceux qui en ont déjà vu, des Blood Rubber Blade Nevus syndrome, mais c'est clairement pas le cas ici. Vous avez tout un tas de conditions acquises, des problèmes bénins, vasculaires, malins, réactifs, des maladies systémiques, et puis tout un tas de causes plutôt locales, exogènes, en particulier avec un certain nombre de traitements. Donc aucune de ces étiologies ne correspondait au cas clinique qui m'était proposé. Et en revanche, en cherchant un petit peu, eh bien, en fait, j'ai trouvé que parfois les muguets pouvaient avoir une teinte bleutée
et que c'était lié au fait à la mise en contact avec certaines bactéries commensales de la bouche. On discutait hier de la variation du goût en fonction de la composition de la salive, etc. Là, on n'a probablement pas tous la même flore buccale. Et chez des petits nourrissons qui ont certaines espèces comme le Streptococcus oralis ou d'autres, eh bien, il peut y avoir la formation d'un biofilm résistant au-dessus du muguet qui donne cette coloration bleue. Donc, dans le cas de notre cas clinique, en fait, l'enfant avait reçu un traitement antimycotique, mais relativement court. Et donc là, il faut savoir le prolonger, justement, parce qu'il y a le biofilm résistant au-dessus qui empêche l'action. Et qu'en cas d'inefficacité, il faut peut-être faire un prélèvement mycologique et bactériologique pour éventuellement associer une antibiothérapie. Donc, ouais, la question d'après, en fait, c'était maladie sérique post-immunosuppresseur. Que faire Et c'est dommage, il n'y a pas la question, ce que je voulais vous faire bosser, en fait. La question, c'était un jeune patient qui était sous infliximab, qu'on avait mis sous azatioprine une semaine, 10 jours avant, et qui, lors de la deuxième perfusion d'infliximab, dans les 3 jours qui ont suivi, en fait, a eu une atteinte articulaire fébrile et une acutisation de la diarrhée avec mal au ventre, rectorragie. Du coup, vous auriez dit quoi? Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez répondu atteinte sérique, machin? Non, mais on va bosser là, il n'y a pas de raison. Hein. On est tous experts. Je fais passer le micro. Non, ils sont en mode pas de questions. Mais si, allez. Pas de réflexion. On y va. Alors, on y va. Bon. En fait, le timing ne correspondait pas trop à la réaction sérique, parce que normalement, c'est dans les 48 heures. Il y avait, avec l'atteinte articulaire, il y avait l'histoire des douleurs abdominales et de l'acutisation, et ça correspondait pile au timing de la mise sous Immurel. Et en plus, il y avait une hypoluminémie, et moi, je trouvais que ça faisait très réaction idiosyncrasique à l'Immurel, qui survient dans les 8 à 15 jours après l'introduction. Et donc j'ai proposé en fait, avec article à l'appui, sérum sickness et puis l'hypersensibilité, plutôt ce type de diagnostic. Bon, autant vous dire que ça n'a pas plu et que j'ai été mal notée, j'ai été très vexée. Oui, vous avez un feedback, c'est un système type Uber où tout le monde note les différentes situations. Est-ce que vous pouvez lancer le film, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lancer le film? Donc vous voyez. Je regarde, c'est touché. Voilà, donc il y a des situations avec ici une masse à l'exonération, donc quelque chose qui se prolabe. Et la question qu'il fallait poser et que j'ai pu poser à la personne qui m'a interpellé, c'est de savoir est-ce que ça saigne ou est-ce que ça saigne pas, pour voir si on était dans un prolapsus qui était bénin ou pas. Cet enfant a cette masse qui sort quand il pousse, uniquement pour aller à la selle, ça le gêne beaucoup. Et donc, on lui a fait une endoscopie parce qu'il y avait des saignements et on était devant une situation qui a mené à une polypectomie. L'anapath montre un petit polype amartomateux chez cet enfant. Autrement dit, le dogme qui veut que tout prolapsus recto qui saigne est un polype jusqu'à preuve du contraire reste un adage qui me semble tout à fait en adéquation. Je rappelle que le prolapsus rectal ni ne s'étrangle, ni ne saigne. Alors ça, c'est une situation qui m'a fait réfléchir et qui m'a en fait permis de trouver un nom à quelque chose que je voyais sans le savoir. C'est-à-dire, on ne voyait peut-être pas très très bien ici, mais vous avez ici l'anus, ici vous avez la racine des organes génitaux, et vous avez une sorte de strie qui rejoint l'anus à la racine de l'organe génital. Ça existe chez le garçon, ça existe plus souvent chez la fille. Et donc, cette sorte de fissure cicatrisée, mais qui existe depuis la naissance,
avait interpellé notre collègue et nous a demandé est-ce qu'il fallait faire quelque chose, est-ce que ça évoquait quelque chose, en sachant qu'il n'y avait pas de marisque et que l'enfant n'était pas constipé. Donc je vous présente le Perineal Groove. C'est donc un sillon périnéal congénital qui est dû à un défaut de fermeture du septum uroanal. Donc vous voyez, c'est uniquement une petite anomalie congénitale que vous avez tous vue, juste vous n'avez pas su possiblement le nom que ça avait. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas jusqu'à répondre à cette question. Et c'est aussi un des rôles de CrossDoc. Un, c'est d'abord d'améliorer la pertinence des experts. Et puis deux, surtout, d'être une véritable plateforme de e-learning où on apprend. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais je ne connaissais pas le nom. Donc c'est une véritable entité qui est une malformation congénitale qui n'a aucun impact sur la suite de l'évolution, le sillon périnéal congénital. De nouveau, une question sur le muguet qui est revenu, puisque le muguet lui-même est revenu. Donc, un muguet à répétition, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, je vous ai mis un petit peu la biblio. En pratique, il faut se poser 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on est dans le cadre d'une candidose cutanéo-muqueuse chronique, qui est une pathologie bien sûr très rare chez le nourrisson, qui sont à la fois des muguets difficiles à traiter, mais aussi associés à des érythèmes fessiers et des infections fongiques qui sont fréquentes et chroniques aussi de la bouche, du cuir chevelu, de la peau, des ongles, et c'est fréquemment associé à des déficits immunitaires. Donc ça, c'est une première entité nosographique. La deuxième question qu'il faut poser, bien sûr, c'est est-ce qu'il y a des facteurs favorisants qu'on peut éliminer et qui peuvent expliquer la récidive de ce muguet, donc des infections virales intercurrentes, des prises d'antibiotiques et évidemment, et ça vous le savez très bien, les corticoïdes inhalés ou bien sûr ingérés avec le traitement de l'œsophagite éosinophile. Et troisième question, qui paraît banale, mais qui, comme vous le savez, est toujours une grande difficulté en pratique clinique, c'est est-ce que l'observance a été bonne ? Est-ce que le traitement a-t-il été bien donné jusqu'à la fin du traitement ? Parce que, eh bien, vous savez bien que la plupart des parents ont tendance à arrêter le traitement dès que la lésion disparaît, et donc ça peut simplement expliquer cette récidive. Voilà 3 questions à poser devant le muguet récidivant. Donc la question d'après, ça concernait myosite associée au Mickey. C'est une patiente de 11 ans qui a une découverte récente de maladie de Crohn avec une dénutrition majeure, un poids à 20 kg et une diarrhée depuis 1 an. Et sur l'IRM pelvienne, en fait, à la recherche d'une fistule, on retrouve une myosite étendue aux muscles adducteurs et moyens fessiers, pas de douleur musculaire et des CPK pas encore faits. En fait, les myosites sont rares dans les atteintes extradigestives, mais elles existent, elles sont décrites. J'avais quand même proposé de réaliser un bilan immunitaire pour s'assurer qu'on n'était pas dans le cadre d'un déficit immunitaire associé, de doser les CPK, de réaliser un quantiferon BK parce qu'effectivement la tuberculose c'est quand même un peu notre bête noire. Et de regarder en fait s'il n'y avait pas d'hyperéosinophilie sur l'anum, parce qu'il existe en fait des myosites à éosinophiles associés au Mickey qui ne sont pas de très bons pronostics. Et j'avais bien évidemment proposé de contrôler l'évolution de la myosite à distance des immunosuppresseurs. Vous avez vu, en fait, en tout cas pour ce qui est pratico-pratique, c'est effectivement des réponses bibliographées, mais des réponses en fait qui correspondent aussi un peu à notre activité. Sur les œsophagites à éosinophiles, on m'avait interpellé sur le traitement et avec le risque de sténose et que faire devant des formes qui sont sténosantes. Donc, je rappelle là aussi qu'il y a un protocole national de soins qui est remarquablement fait par Cracmo et je vous invite à vous y référer. Toujours est-il que les recommandations thérapeutiques ont un petit peu et se sont un petit peu modifiées depuis ce qui était proposé avant, où on proposait les œsophagites éosinophiles
PPI résistante ou PPI sensible, avec un traitement par IPP isolé dans tous les cas et un contrôle avant de savoir si on était dans le cadre d'une ésophagite éosinophile. Là, le schéma et le paradigme a un petit peu changé puisque on propose d'emblée l'alternative entre les 3 traitements donc qu'on peut éventuellement pouler, soit les IPP, soit les stéroïdes topiques, et vous savez qu'il y a maintenant accessible, même si ça n'a pas l'AMM, une galénique qui n'a plus besoin d'être fait en formule magistrale. Je le dis sans lien d'intérêt avec Jorveza qui, avec des formules à 0,5 et 1 mg, vous donne du budesonide qui est dégluti et qui peut tout à fait être efficace dans ces traitements par stéroïdes topiques. Et puis, vous avez les régimes d'éviction avec des réintroductions séquentielles. Et en fonction de votre choix, chacun utilise soit IPP seul, soit stéroïdes topiques seul, soit les régimes d'éviction, soit un mixte entre les 3. Et bien, vous faites une évaluation au bout de 2-3 mois. Et là, en fonction de l'efficacité, soit vous switchez vers un traitement, soit vous prenez une dégression thérapeutique. La nouveauté, entre guillemets, qui a été évoquée par Anaïs, c'est cette efficacité. Pendant longtemps, on a dit que l'ésophagite éosinophile était l'asthme de l'ésophage. Je crois que le terme plus exact, c'est l'eczéma de l'ésophage. Et effectivement, on est devant une maladie où on est devant une atteinte qui ressemble beaucoup à un eczéma. Et donc, par adéquation, la biothérapie qui semble la plus efficace, on n'a pas l'AMM en dessous de 6 ans actuellement, et je pense qu'on va l'améliorer à la fois pour les eczémas très sévères et pour les ésophagites éosinophiles. Donc, le dipulimab qui serait une alternative intéressante à proposer. Ça, c'est les ésophagites à éosinophiles. Parfois, ce n'est pas les éosinophiles qui infiltrent, mais c'est les lymphocytes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Alexis ? On fait de la biblio comme d'habitude parce que c'est une situation qui est assez rare, mais effectivement, quand on fait nos endoscopies, quel que soit le cadre, on peut tomber sur des analyses anapathes qui nous disent il y a effectivement des lymphocytes qui infiltrent ton œsophage. Alors là aussi, je vous ai mis un peu de biblio, puisque c'est une entité qui a été décrite assez récemment, pour la première fois en 2006, qui est une définition donc anatomopathologique, un peu comme la définition d'œsophagite éosinophile, avec des critères de plus de 20 lymphocytes intraépithéliaux au fort grossissement, avec des manifestations cliniques dans cette entité qui, la plupart du temps, sont soit une dysphagie, soit un reflux gastro-œsophagien. Mais la question qui demeure et qui n'est à ce jour pas tranchée dans les littératures, c'est est-ce que l'œsophagite lymphocytaire existe comme entité clinique séparée, ou bien est-elle simplement une expression anatomopathologique particulière d'un certain nombre de maladies que l'on connaît déjà. Donc soit le reflux gastro-œsophagien, mais dans ces cas-là, vous aurez surtout l'infiltration lymphocytaire en sus cardial, et si vous avez fait des biopsies étagées, vous ne la retrouverez pas plus haut. Soit elle s'intègre dans le cadre d'une dysmotricité, par exemple une achalasie, une sclérodermie, donc dans des troubles moteurs de l'œsophage. Soit on est dans le cadre d'une infection, par exemple à Candida, soit on est dans le cadre d'une maladie systémique, type maladie inflammatoire comme Crohn, une connectivite, une œsophagite éosinophile, une maladie cœliaque, etc. En tout cas, il y a un certain consensus pour dire que trouver des lymphocytes dans l'œsophage ne nécessite pas un traitement spécifique, mais par contre, vous incitez à rechercher une de ces maladies qui peut s'associer à une infiltration lymphocytaire de l'œsophage. Alors, un pancréas aberrant ou hétérotopie pancréatique, les endoscopistes en ont déjà vu, vous savez ce que c'est. Donc, c'est ces lésions qu'on voit en endoscopie qui sont généralement prépyloriques dans l'antre, qui
sont sous cette forme de nodules polypoïdes avec un cratère à l'intérieur. Quand il y a eu des biopsies d'ailleurs assez profondes, on a pu voir du tissu pancréatique avec des îlots de Langerhans que nous ont montré nos anatomopathologistes. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces situations. Donc il y a des enfants qui ont des terrains qui sont favorables à l'émergence de ces hétérotopies pancréatiques. Les deux plus fréquentes sont l'atrésie de l'ésophage et la trisomie 21, donc il faut le savoir. En particulier pour la trisomie 21, quand ils sont devant quelque chose qui est du phénomène occlusif, évidemment on évoque avant tout quelque chose qui est de l'ordre de l'atrésie ou du diaphragme duodénal, mais il faut savoir qu'ils font volontiers plus de ces hétérotopies pancréatiques. Bien sûr, la grosse différence clinique, c'est que dans les hétérotopies pancréatiques, les vomissements ne sont jamais verts, puisque ici, vous avez parfois la masse qui obstrue le pylore, mais on n'est jamais devant une obstruction qui est plus basse ou qui est intra-duodénale. Donc il y a une littérature importante sur les hétérotopies pancréatiques qu'on voit dans l'estomac. Ça peut saigner. Et parfois, il y a eu utilisation de la neige carbonique pour arriver à tarir le saignement tant il était important. Et il y a eu des phénomènes d'obstruction et puis il y a eu des phénomènes de douleur abdominale importante avec, comme on a un pancréas fonctionnel, et on a des sortes de pancréatites à minima qui sont proposées dans ces situations-là. Les situations d'intervention avec une nécessité d'une intervention chirurgicale pour enlever le pancréas hétérotopique, ce n'est pas un pancréas annulaire, je répète, c'est une hétérotopie pancréatique, sont uniquement proposées dans les cas d'obstruction. Il faut qu'il y ait véritablement une grosse masse qui obstrue le pylore, ou sinon l'abstention et la règle. La question là, c'était sur les PCR-EBV positives. C'est un enfant de 10 ans qui est sous inflixima pour une rectocolite hémorragique depuis un certain temps, avec une sérologie pré-traitement qui était positive, EBV, et avec une PCR-EBV qui se positive à 2, alors qu'elle était toujours négative. Pas de signe clinique en dehors de ça. La question était, est-ce qu'il fallait contrôler la PCR à la prochaine perfusion et est-ce qu'il fallait modifier le traitement ? Donc là, pour le coup, il y a des recommandations en ce qui concerne le BV. L'inquiétude, c'est qu'effectivement, il existe un surrisque de lymphome associé au traitement par thiopurine ou au traitement par anti-TNF ou à l'association des deux. Et en fait, le risque de lymphoprolifération, il existe quand la PCR, elle passe de 3 à 4 logs. En dessous de 3 logs, on est un peu tranquille. Au-dessus de 3, il faut commencer à surveiller les PCR-EBV. Et au-dessus de 4, il faut arrêter les immunosuppresseurs. Donc 2 logs, c'est un résultat qui est complètement acceptable. Et de base, il ne faut pas faire des PCR-EBV systématiques. Il y a des gens qui sont inquiets, qui font des PCR-EBV systématiques. Il ne faut pas le faire. Il faut le faire en cas de suspicion de lymphoprolifération, quel que soit le niveau de LDH, c'est-à-dire si votre patient présente des céphalées inexpliquées, s'il est anormalement fatigué, s'il présente une fièvre que vous n'expliquez pas, s'il a une adénopathie qui n'est pas attribuable à l'inflammation, une augmentation de la taille du foie ou de la rate et un syndrome inflammatoire inexpliqué. C'est facile parce que vos patients, normalement, ils sont contrôlés sous anti-TNF, donc ils n'ont pas de raison d'avoir de la fièvre vespérale ni d'avoir un syndrome inflammatoire. Et dans ce cas-là, en fait, j'avais dit que c'était acceptable, qu'il fallait surveiller parce que ça se négativait, il ne fallait pas voir les choses augmenter, et qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, en fait, à 4 logs, il faut aller explorer avec des radios de thorax, des échos abdos, et demander un avis hémato pour voir si on va jusqu'à l'APL. Donc, on revient dans la maladie cœliaque. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions maladie cœliaque. C'est la dernière que vous aurez ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait si les anticorps restent positifs en dépit d'un régime sans gluten bien conduit ? Donc, le patient décrit, c'était 3 ans, un tableau classique de diagnostic de maladie cœliaque avec nécessité de biopsie, puisque les anticorps étaient inférieurs à 10 dizaines.
mais sous régime sans gluten et un suivi, ce qu'on fait régulièrement, des anticorps et des anticorps qui restent positifs jusqu'à 1 an. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup faire des anticorps. Il y a effectivement, normalement, ça c'était une courbe de Kaplan-Meier, la normalisation des anticorps en suivant 2 méthodes. C'est pour ça qu'il y a CLIA et ELISA. Enfin, le principe reste le même, c'est qu'on voit qu'après le diagnostic et le régime sans gluten, il y a une baisse, sachant que vous voyez qu'à 2 ans, il reste encore pratiquement un quart des patients qui ont toujours une sérologie cœliaque positive. Donc, ce n'est pas exceptionnel qu'on puisse avoir une sérologie cœliaque qui reste positive. Alors là, la question, c'était que ça ne baissait pas, parce que néanmoins, vous voyez qu'il y a ça, c'est la probabilité de positivité, mais est-ce que ça peut baisser? Et alors là, il y avait un article où ils avaient fait une comparaison de plusieurs profils. Alors ça, c'était aussi une étude adulte, mais ils montraient que dans leur expérience, il y avait donc 3 profils. Ce qu'ils appellent la classe 1, qui est la plus habituelle, qui est une baisse, la classe 2, qui est des fluctuations, et une classe 3 qui était voir une augmentation des anticorps. Alors bien entendu, se pose toujours la question de l'adhérence au régime sans gluten, qui est notre principal problème, parce que finalement, là, sans chercher midi à 14h, le premier élément qui peut faire que les anticorps ne baissent pas, c'est que le régime ne soit pas suivi. Alors il y a des méthodes non invasives, notamment le dosage des peptides dérivés du gluten dans les urines, dans les selles, qui sont en train d'être mis au point, qui pourraient permettre de suivre l'adhérence. Mais enfin, si vous n'avez pas ça, se pose cette question-là. Alors après, soit la question de l'intérêt du suivi sérologique, puisque vous voyez que là, dans cette étude également, il montrait que les atteintes histologiques n'étaient pas forcément corrélées à la positivité persistante ou pas des anticorps. Et dans certains cas, on peut même avoir une atteinte avec des anticorps qui sont négativés. Donc, enfin, à mon sens, la question est surtout en cas de doute, il vaut mieux aller rebiopsier, puisque ce sera vraiment ça le juge de paix. Parce que si vous n'avez plus d'atrophie villositaire, finalement, on se moque un peu de savoir si la sérologie reste positive. Alors, parfois, à CrossDoc, on a des questions assez pratico-pratiques. C'est quelles sont les meilleures façons de préparer un côlon avant coloscopie. Et donc, je vous ai mis ici deux références sur lesquelles on s'appuie, qui sont à la fois les recommandations anglaises et à la fois, bien sûr, il y a eu, maintenant qui ont un peu plus de 10 ans, les recommandations de la SFED pédiatrique. Donc en pratique, on a plusieurs produits à notre disposition. On a le PEG avec électrolyte qui est communément le Clean Prep, qu'on donne à la dose d'à peu près 70 à 80 ml kg en 2 fois 2 heures la veille. Donc soit à boire, soit par sonde gastrique, avec un maximum de la dose adulte qui est 4 litres, enfin 2 fois 2 litres, et qui a l'AMM pour les plus de 3 ans. On a le PEG 3350 qui est le Transipeg ou le Movicol qu'on peut donner à la dose d'1,5 g kg jour pendant 4 jours avant la coloscopie. Et on a le Séné, le X-Prep qui se donne à la dose d'1 g pour 10 kg la veille, en général avant le Clean Prep, et qui a comme contre-indication les maladies inflammatoires en poussée. Et puis on a le picosulfate de sodium, le PicoPrep. Donc je vous ai mis ici, ce sont des sachets. En fonction de l'âge, on donne donc un ou un demi-sachet avant le matin et l'après-midi, la veille, avec des instructions de bien boire et des contre-indications qui sont là aussi également des lésions inflammatoires digestives importantes, les obstructions, les hypermagnésémies, les insuffisances rénales sévères, et ça a la même de plus d'1 an. Donc, je vous ai mis les produits principaux qu'on utilise. Maintenant, on a aussi des mesures associées qui sont de donner un régime sans résidus 5 jours avant la coloscopie et un régime clair la veille. Des lavements évacuateurs pour le rectum la veille et le matin de la coloscopie avec le Normacol. Et éventuellement, si l'enfant est constipé, d'ajouter du Macrogol aussi pendant la phase de régime 1 semaine avant. Alors ensuite, en fonction de l'âge, en général, ce qui est recommandé chez le moins de 1 an, on ne fait pas de préparation. Entre 1 et 2 ans, la préparation est discutée. Soit on fait uniquement un microlax ou un lavement au sérum Phi seul, soit si on décide de mettre du PEG, il est recommandé d'hospitaliser l'enfant pour le perfuser. Entre 2 et 5 ans, on peut associer soit le Clean Prep, soit le PicoPrep. Alors, effectivement, le PicoPrep, surtout dans une
ambiance où on fait ce qu'on appelle des virages ambulatoires. C'est pas trop ce qu'on a après le virage, mais enfin on prend le virage. On a tendance de plus en plus à faire ces préparations qui sont plus commodes à faire à la maison que boire le clean prep. Et la seule chose, c'est que nous, on fait quand même en pédiatrie, contrairement à l'adulte, beaucoup d'endoscopies dans des cas de maladies inflammatoires intestinales. Et en général, quand on fait l'endoscopie, c'est qu'ils ne vont pas bien. C'est-à-dire soit c'est le diagnostic, soit c'est parce qu'ils ont une poussée. Donc on est assez limité par l'utilisation du pico-prep, et auquel on peut associer le X-prep avant ou pas. Et les lavements, en général, c'est assez recommandé. Alors on reste dans les P. Mais là, on va passer à un enfant de 4 ans qui a des oxyurioses à répétition, donc environ toutes les 6 semaines. La maman donne donc les 2 doses de Flumerval, donc espacées de 15 jours. Et la petite puce est gênée, donc c'est ce que écrit le médecin. Et donc, il a des traitements comme ça, elle a des traitements à répétition. Donc la question c'est que faut-il faire? Y a-t-il des examens à prévoir? Donc les oxyurioses, ou de façon scientifique, le nom de l'oxyuriose, c'est l'Enterobius vermicularis. Et le CDC estime que 40 millions d'Américains ont été infectés. Donc c'est extrêmement fréquent. On peut voir des photos là sous différentes formes, et même sur des coupes anapates, on peut le retrouver donc là à différents grossissements. Donc on en trouve très très souvent. La récurrence après traitement est très fréquente également, soit via des réinfections via l'environnement ou l'entourage, ou des auto-réinfestations. Il y a même des cas pendant des mois qui ont été décrits. Donc, il faut traiter toute la famille en même temps, laver la literie, les vêtements, les doudous à 60 degrés, tout nettoyer, couper les ongles, les brosser régulièrement, se laver les mains. Et puis, donc la parasitologie des selles n'a pas d'utilité, car en général négative. Et si échec du Flumerval, dans ces cas-là, on peut retraiter tout le monde par albendazole ou Zintel. Attention quand même aux contre-indications. Et dans ces cadres-là, il n'y a pas de résistance décrite. Ça, moi, j'aime bien ces questions. Psoriasis sous adalimumab. C'est cool parce que je sais que je vais savoir répondre. Donc, il y a effectivement de la littérature. En fait, la survenue d'un psoriasis paradoxal sous anti-TNF, c'est assez fréquent. En fonction des séries, c'est de 1 à 20%. C'est plus souvent, en fait, chez les patients qui ont une atteinte une maladie de Crohn et une atteinte périnéale. Et ça survient quand le patient est en rémission. Il n'y a aucune corrélation entre la dose d'anti-TNF que vous donnez et la survenue du psoriasis. Donc, et après, en général, on propose des traitements topiques. Et ce n'est que si le psoriasis est invalidant qu'on peut proposer d'arrêter les anti-TNF et de traiter le patient avec un traitement qui va traiter et le psoriasis et la maladie de Crohn, à savoir l'ustekinumab. Évidemment, l'ustekinumab n'a pas l'AMM en pédiatrie. Il n'y a pas, il n'y a pas de délai entre le moment où vous arrêtez l'anti-TNF et le moment où vous mettez le patient sous ustekinumab. C'est-à-dire que si vous le voyez, que vous venez le piquer pour de l'ADA, vous pouvez faire la perfusion d'ustekinumab le lendemain. C'est bien, ils ont mis les questions qu'on aimait bien à la fin. Donc, voilà, la pullulation bactérienne. Quand l'évoquer? Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent, toujours dans ces ambiances de troubles fonctionnels intestinaux, de ballonnement. Alors tout à l'heure, on a vu POAC, pas POAC, pullulation, pas pullulation. Donc là, on va parler de ce qu'on appelle le SIBO, le Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire la pullulation intestinale de l'intestin grêle, qui est, on pourrait le dire autrement, avec des mots qu'on entend de plus en plus maintenant, une dysbiose de l'intestin grêle, d'accord? Et donc qui est caractérisée par une croissance excessive de certains micro-organismes dans l'intestin grêle. Donc il y a à la fois un côté quantitatif, une croissance excessive, et surtout
maintenant comme vous savez, on recherche les bactéries en faisant de la biologie moléculaire, on voit que non seulement il y en a plus, mais surtout il y a moins de diversité. C'est-à-dire qu'il y a clairement une pullulation de certaines espèces qui vont coloniser l'intestin grêle. Alors c'est favorisé par un certain nombre de situations. La prise d'IPP, 10 à 30% des patients qui ont une pullulation intestinale ont des IPP, des anomalies anatomiques bien sûr, avec des anses opérées, des grêles courts, une dysmotricité intestinale, donc on y revient, la mucoviscidose et des conditions socio-économiques défavorables, en particulier des situations d'exposition à de l'eau contaminée. Alors comment faire le diagnostic? Le gold standard, comme on l'a dit, c'est d'aller piocher le liquide duodénal pour compter les bactéries en ARN 16S. Autant vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est d'accès facile, et en tout cas, nous, on ne l'a pas. En revanche, on a un accès plus facile qui est le test respiratoire, le breath test. Alors, quel est le principe d'un breath test? C'est assez magique parce que, comme j'explique aux étudiants ou aux infirmières, au fait, comment, dans le gaz expiré, on peut avoir un reflet de ce qui se passe dans l'intestin? Eh bien, parce qu'il y a certains gaz que l'on expire qui ne peuvent être produits que par les bactéries intestinales. Et ces gaz, ils sont au nombre de 2, c'est l'hydrogène et le méthane. Donc on sait que quand on expire de l'hydrogène et du méthane, c'est forcément des bactéries intestinales qui l'ont produit. Et ça nous permet de savoir que s'il y a des bactéries dans l'intestin grêle qui ont digéré du lactulose, en particulier dans le test au lactulose, eh bien on va avoir un pic d'hydrogène et ou de méthane très précoce avant les 90 minutes, avant qu'il arrive dans le côlon. Donc c'est comme ça qu'on fait de façon simple le test de pullulation intestinale du grêle. Et ensuite, la question était que faire? Alors on dispose d'assez peu d'études cliniques, comme vous pouvez vous en douter, mais néanmoins, on a un petit corpus de littérature avec des études randomisées avec des faibles effectifs qui suggèrent l'utilisation d'un traitement qui est un antibiotique qui est vraiment le paradigme de l'antibiotique de l'intestin grêle. C'est un antibiotique qui n'est absolument pas absorbé, qui ne parvient pas dans le côlon, qui va vraiment agir sur l'intestin grêle, qui est la rifaximine ou son nom commercial qui est le Ticstar. Alors les doses, je vous ai mis les doses qui sont le fruit d'une réflexion dans le service entre cliniciens, chirurgiens et pharmaciens en fonction de l'analyse de la littérature. On s'est mis d'accord sur les moins de 14 ans, donc c'est des gélules de 550 mg, donc une gélule par jour, et chez le plus de 14 ans, 2 gélules par jour. Et on s'est dit qu'on faisait des réévaluations cliniques, parce que malgré tout, encore une fois, la clinique de la pullulation microbienne n'est pas toujours très spécifique, et on réévalue au bout d'un mois de traitement. Et alors, pour les petits, les comprimés, c'est une rétrocession hospitalière, donc que ce soit, quel que soit l'hôpital, à PHP ou pas PHP, bien sûr. Et nous, nos pharmaciens font une forme orale liquide qui nous permet de traiter les petits de moins de 6 ans qui ne peuvent pas avaler des comprimés. Alors, pourquoi on réévalue? Parce qu'il est parfois difficile de savoir si la pullulation est dans le grêle ou dans le côlon. Donc le Ticstar va agir sur le grêle. Si vous voulez agir plus sur une pullulation, disons, sur une dilatation plutôt colique, à ce moment-là, soit la vancomycine, soit des gélules de Déconta avec Coligenta sont mieux adaptées. Je continue, pardon. Alors, une autre question sur la constipation. Cette question m'a été posée par une collègue, et c'est vrai que la constipation est tellement fréquente et finalement, on les traite quand même tous globalement par macrogol. Mais parfois, la collègue a dit, oui, mais le macrogol, il n'en veut pas. Qu'est-ce que je peux lui donner d'autre que le macrogol pour traiter sa constipation? Donc, là aussi, j'ai remis un article un petit peu récent. Alors, quels sont les laxatifs qu'on a à notre disposition? Donc, on a les laxatifs osmotiques qui sont le PEG et le lactulose et le lactitol. Donc, le PEG, comme vous le savez, est plus efficace, qui est efficace à la fois pour la désinfection de fécales, mais le traitement d'entretien. Donc, on a le macrogol 3350 qui est le Movicol et le macrogol 4000 qui est le Forlax.
La dose, c'est à peu près la même, c'est toujours 0,7 g/kg en une prise, adapté au transit. L'avantage, c'est que du coup, déjà, on a une première alternative au Forlax, qui a un goût plutôt agrume, avec le Movicol qui peut avoir un goût soit neutre, soit chocolat. Donc déjà, en termes d'adhérence au traitement, ça peut être plus facile. Après, si c'est vraiment pas possible, vous avez le lactulose qui est un peu moins efficace, mais je vous ai mis les doses ici. Ensuite, on a les laxatifs, donc ça c'était les osmotiques. On a les laxatifs lubrifiants, donc ceux-là, ils ont plus comme intérêt, comme vous le savez, de traiter quand il y a un mécanisme rétentionnel par douleur ou fissure qui provoque une douleur à l'exonération. Donc ils peuvent être soit seuls, c'est le Lansoil, soit associés au lactulose dans les produits qui sont la mexalaxose ou le transulose. Là, la posologie, c'est un petit peu variable, 1 à 3 cuillères à café par jour. Et puis, vous avez maintenant d'autres alternatives thérapeutiques qui viennent un petit peu de l'adulte. Vous avez le Bisacodyl, qui est le Contalax ou Ducolax. Entre 6 et 12 ans, c'est un comprimé de 5 mg par jour. Entre les plus de 12 ans, c'est 5 à 10 mg par jour. Alors, il peut y avoir des effets indésirables qui sont assez forts, en particulier des douleurs abdominales. Et il faut faire attention aussi aux hypokaliémies. Et quand vous regardez l'AMM, c'est sur des traitements de durée courte. Mais maintenant, moi, alors, je l'utilise dans des cas relativement restreints, mais je suis assez rassuré pour l'utilisation, après la publication de cette étude dans le JPGN, qui a montré que finalement, le Bisacodyl chez l'enfant peut être utilisé en utilisation à long terme avec un profil de sécurité qui est quand même confortable. Donc là aussi, dans les alternatives, quand vous êtes un peu coincé, ça peut être à un moment donné quelque chose d'utile. En tout cas, je pense qu'on n'en a pas une grande expérience en pédiatrie et ça vaut le coup de l'avoir dans sa boîte à malice. Et enfin, vous avez des nouvelles approches qui sont des agents plutôt de type prokinétique. Alors, il y en a plusieurs, mais un seul est disponible en France, c'est le Prucalopride, le Resolor, qui est un antagoniste sélectif de la sérotonine, qui a une AMM uniquement chez l'adulte. Et la seule étude pédiatrique a montré des résultats négatifs, donc on n'est pas très enclin à l'utiliser. Mais enfin, malgré tout, sachez que ce médicament existe avec une AMM adulte. Et puis, on a aussi d'autres que je vous ai mis ici, mais qui ne sont pas disponibles en France. Et enfin, parce que ça m'a fait quand même beaucoup rigoler, maintenant on a des nouveaux concepts qui sont non médicamenteux. Vous avez la capsule vibrante, donc vous achetez votre paquet de 6 capsules, vous pouvez l'avaler et avec votre smartphone, quand vous avez besoin d'aller déféquer, vous la faites vibrer et ça vous permet une exonération iPhone contrôlée. Donc moi c'est alors il n'y a pas d'études pédiatriques, mais je ne pouvais pas vous parler de la capsule vibrante. Voilà, avec, vous voyez, un essai de phase 3 publié de 2 février 2023 dans Gastroentérologie. Donc peut-être demain dans toutes nos assiettes. Voilà, merci. En tout cas, c'est que pour des mouvements coliques, hein, je tiens à affirmer. Donc si vous êtes vraiment très coincé, comme le dit de manière tout à fait légitime Alexis, ou si vous trouvez que le problème est très impactant, comme le disait antérieurement Hugues Piloquet, je vous rappelle que le 5 octobre, à Échange, il y aura une matinée qui sera dédiée aux constipations opiniâtres avec ou sans encoprésie. Et je vous invite à venir à l'Institut Imagine le 5 octobre à Paris. Alors là, c'est une question sur le syndrome de Chilaiditi. Autant vous dire que je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai dû faire de la biblio, chercher, etc. Donc regardez la radio. Ah pardon, il y a une flèche, c'est la flèche ? Ben oui, rouge. Non, c'est le vert. Ça, c'est... Ah, trop bien. Vous avez vu, je suis nulle en flèche. C'est toujours mon problème. Vous avez vu ? C'est ça en fait, c'est le fait que s'interpose. Donc c'est exactement la même radio que ce qui est publié. Et donc c'est une situation inhabituelle du côlon dans l'espace hépatodiaphragmatique droit. En fait, c'est une entité rare de découverte fortuite.
Ça mérite rien du tout, ça mérite pas d'exploration complémentaire, c'est pas pathologique, rien du tout. Sauf qu'en fait, une fois que vous le savez, il faut faire attention si vous endoscopez ou si vous faites bien évidemment une PBH, mais si vous endoscopez, en fait, vous risquez en fait d'induire des complications. Donc il faut faire très attention après quand on endoscope ces patients-là. Alors évidemment, comme on est dans la tendresse, je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de cette question du syndrome de Kiss. Alors Kiss, c'est un acronyme, comme vous l'imaginez, qui nous vient d'un acronyme allemand. Voilà. Donc c'est le Kinetic Imbalance due to Suboccipital Strain. En fait, c'est des enfants qui pleurent, qui sont un petit peu toujours contrariés, qui sont sur le côté. C'est une entité qui est décrite par les ostéopathes en particulier et qui font en sorte que ces enfants-là, après manipulation, sont améliorés au niveau de leur confort. Je tiens juste à exprimer, avant de donner mon avis sur ce syndrome-là, de rappeler que toute attitude inflexive sur le côté, toute torticolis congénitale exige avant tout, chez tous les bébés avant 4 à 6 semaines, une échographie des hanches, car cette position-là montre une malposition intra-utérine et la Haute Autorité de Santé a montré qu'il y avait une association statistiquement significative, même si on est gastro-entérologue, de savoir qu'il faut voir s'il n'y a pas une luxation de hanche qui est associée. Je rappelle aussi qu'en essai double aveugle randomisé, parce que ça a été fait, il faut savoir qu'à 6 mois, après manipulation par ostéopathe, deuxième bras par kinésithérapie, c'est pas exactement la même manipulation, eh bien, à 6 mois, tous les enfants qui avaient une attitude en torticolis congénitale, qui était dit autrefois hématome du sternocléidomastoïdien, parce qu'il y a une petite boule qu'on appelle maintenant, je vous le rappelle en français, fibromatosis coli, on prend le nom entre guillemets grec, eh bien, toutes ces études ont montré qu'à 6 mois, il y avait une amélioration spectaculaire des enfants sous traitement. Et puis, il y a eu une dernière étude qui est sortie et qui a montré qu'un bras contrôle montrait aussi une amélioration spectaculaire à 6 mois. Autrement dit, vous pouvez faire ou ne pas faire. Voilà la littérature abondante sur le Kiss syndrome et le torticolis. Je n'irai pas plus loin sur ces situations. C'est important de savoir ce que les patients savent pour pouvoir les accompagner dans ce qui est de l'évidence-based medicine ou pas. Donc là, c'est une question sur les vaccins vivants et les immunosuppresseurs. Et en fait, la question qui se posait, c'était le vaccin antivaricelle. Et elle avait vu 3 semaines et des collègues lui disaient 15 jours. Donc en fait, il y a des recommandations qui sont faites, vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques. Et donc nos recommandations sont dedans. Et donc, il faut, avant de commencer tout traitement immunosuppresseur ou corticoïde, vérifier les vaccinations et rattraper, si vous avez besoin, les vaccins vivants. Et en fait, effectivement, le délai, c'est 2 semaines. Donc on peut rattraper en fait la varicelle. Il faut 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Donc du coup, il faut faire 6 semaines avant. Et le ROR, 4 semaines. Et la fièvre jaune, en fait, si vos patients ont déjà eu un vaccin fièvre jaune quand ils étaient tout petits, ça les couvre toute la vie. Donc ceux-là, ils sont protégés. Pour les autres patients qui sont susceptibles de voyager en endémie, en fait, il faut regarder en fait s'il y a un intérêt à le faire. Et la dernière question, c'était valeur prédictive de rémission dans les MICI, que choisir? Et on va être dans les temps parce qu'il me reste 5 minutes. Donc en fait, il y a Stride qui vient de sortir. Et en fait, les valeurs prédictives, elles commencent à la clinique. La première chose qu'on va chercher, c'est une réponse symptomatique. La deuxième chose, c'est la normalisation de la CRP. La troisième chose, en fait, c'est la calprotectine qui se normalise et une normalisation de la croissance. C'est-à-dire que tant que votre enfant, sa croissance n'est pas en cours de rattrapage, on ne peut pas dire que vous l'avez mis en rémission.
Et tout à la fin, en fait, il y a l'endoscopie. Mais si vous regardez Stride, en fait, il y a aussi la qualité de vie qui est normalisée et l'absence, alors les Anglais disent disability. Il faut vraiment en faire. Alors, moi, je fais de l'éducation thérapeutique. Il ne faut pas s'arrêter à une CRP ou à une calprotectine. Il faut vraiment interroger ces patients et aller effectivement jusqu'à la vie normale. Voilà. Alors, c'est extrêmement intéressant. Vous avez vu qu'on a respecté le timing. Avant la standing ovation que vous allez faire, il est certain que nous existons aussi sur LinkedIn. Donc, si vous avez aimé cette session qui était extrêmement tonique et on a beaucoup apprécié ces photos que vous avez faites, il faut savoir qu'en vous abonnant à crossdoc-gratuit.fr, vous avez une newsletter tous les mois qui reprend les cas importants qui ont été traités dans le mois précédent. Il y a aussi un agenda qui vous est proposé. Et enfin, suivez-nous. Il paraît qu'il faut liker. Enfin, je ne sais pas exactement comment on fait. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est un outil pour vous et pour tous les membres du GFH-GNP. Je laisse la place aux modératrices pour les 3 minutes qui suivent, avant la pause, avant de recommencer à 11h. Vas-y. Voilà, merci beaucoup pour cette session très intéressante, très enrichissante. J'avais quand même une petite question, mais est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Est-ce que vous avez des retours par rapport au bilan que vous demandez de réaliser ? Je pense par exemple à la question sur les myosites et Mickey. Il arrive parfois que les... en fait, c'est des réponses, c'est des questions-réponses. C'est-à-dire que parfois la question nous oriente, on a la biblio, on répond, mais il faut des précisions. Donc on redemande, la personne nous répond, et en particulier en fait, alors la myosite, elle n'a jamais répondu, donc je ne sais pas ce qui s'est passé sous immunosuppresseur, et pourtant on ouvre la porte. Mais par exemple, la première question qui était la question du B7, on a eu des retours, c'est-à-dire qu'on a su ce qui s'était passé, et ça c'est intéressant en fait, parce que ça nous permet de suivre un petit peu. Donc quand il y a une première question, il y a une sorte de chat qui se fait avec le même expert pour qu'il y ait un suivi. Et parfois, la situation est une situation clinique où il manque des informations et où il y a besoin d'avoir une expertise clinique. Et dans ces cas-là, nous avons une cartographie du GFH-GNP qui, en fonction de la localisation du médecin qui nous pose la question, on l'oriente vers le centre de compétences qui est le plus proche. Par exemple, sur la masse qui sortait, il fallait à un moment faire la colo. La personne nous a dit mais où, quand, comment. Et donc, on accompagne. La seule chose que CrossDoc ne fait pas, c'est prendre les rendez-vous pour vous. Voilà. Donc, autrement dit, c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne au quotidien. Et on a eu une question une fois très complexe qui méritait, au-delà d'un expert CrossDoc, une RCP. Donc on a proposé à la personne de se connecter à la RCP de façon à avoir une réponse en fait d'expert national. Donc non seulement on ouvre, mais en plus on accompagne les... Et alors sur le site internet, est-ce qu'on a accès à toutes ces questions-réponses ? Non, parce qu'on respecte l'anonymat. Donc on a une sélection sur la newsletter de 2 questions avec les réponses et les biblios. Mais là, et c'est pour ça qu'au congrès échange le 5 octobre, on fera la même session pendant la matinée. Une session pendant la matinée sur les constipations opiniâtres et l'autre sur les questions-réponses comme ça. Donc nous réservons ces questions-réponses sous forme anonymisée pour les différents congrès du GFH-GNP puisque CrossDoc est partenaire du GFH-GNP. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Merci. Donc c'est le moment pour une pause. On se retrouve dans 20 minutes.